tous, je suis Virginie Gratiani de la société Apostrophe. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast dédié à la gestion des talents. Pour finir cette saison de podcast en beauté, je suis ravie d'accueillir Fanny Nussbaum, lyonnaise, docteure en psychologie et chercheuse en neurosciences. Fanny est co-auteure du best-seller Les Philo Cognitifs, Ils n'aiment que penser et penser autrement. Après avoir questionné la notion et le modèle de l'intelligence, Fanny, tu t'es penchée sur les critères de la performance dans ton dernier ouvrage, Le secret des performances. Bonjour Fanny. Bonjour Virginie. Alors Fanny, je suis ravie de pouvoir échanger avec toi sur des notions qui nous tiennent à cœur chez Apostrophe, car elles sont liées à la gestion des talents. De nombreuses entreprises que nous accompagnons sont assez désarmées en fait, face à des collaborateurs qui ne rentrent plus dans les cases, comme on dit, non seulement à la fois en termes de profil, mais également lorsqu'il s'agit de cartographier soit les talents, soit la performance. Du coup, j'aimerais que tu nous parles de tes avancées, avec l'objectif de nous éclairer sur ces notions telles que l'intelligence. Tu nous parleras du coup de la philocognition, et bien sûr, avant la fin de ce podcast, tu nous livreras également 3 conseils pour gagner en performance au quotidien. Fanny, je te laisse nous présenter ton parcours tout d'abord. Alors mon parcours, il est un peu à la fois classique et particulier. D'abord, j'ai connu l'hypnose quand j'étais petite, quand j'avais 8-9 ans à peu près. Une amie de mes parents a organisé un groupe d'hypnose pour les ados et j'étais venue m'immiscer là, donc ça a vraiment changé les choses pour moi. Et puis ensuite, j'ai fait une fac de psycho, assez classique, mais en même temps, je me suis formée à l'hypnose, à la sophrologie, à la thérapie d'approche systémique et tout ça a vraiment, je pense, enrichi mon parcours. J'ai créé un cabinet de psychologie et ensuite je me suis lancée dans une thèse où là je me voyais pas ne penser à la psyché qu'en termes absolus sans mettre la psyché en lien avec les neurosciences, avec le cerveau, et donc j'ai décidé de me lancer dans une thèse en psychologie et neurosciences alors que je connaissais pas grand chose si ce n'est rien aux neurosciences et voilà, ça a été mon entrée dans les neurosciences et ça a, je pense, révolutionné à la fois ma pratique et ma vie. Ok, alors du coup aujourd'hui, en plus d'être une auteure à succès, quelles sont exactement tes activités professionnelles? Alors aujourd'hui, donc je dirige un centre qui s'appelle le Centre Psyrène, où il y a une dizaine de praticiens, psychologues, neuropsychologues, psychopédagogues qui accompagnent les enfants, les ados, les adultes pour toutes les problématiques liées au psychocomportemental, avec une étiquette spécifique philocognition et intelligence sur mes activités. Donc oui, j'écris des livres, je fais de la recherche toujours en psychologie et neurosciences dans le domaine de l'intelligence, donc principalement des recherches par IRM pour étudier le comportement des enfants et des adultes dans des situations de philocognition et ou d'intelligence. Et puis je fais des conférences, des formations, etc. C'est là mon activité. Alors dans le domaine des ressources humaines, nous parlons particulièrement souvent de potentiel au regard de certaines dimensions, notamment par exemple du coup celle du potentiel managérial. Cependant, dans le domaine de la gestion des talents, on a aussi beaucoup d'entreprises qui vont être à la recherche de ce qu'on appelle les hauts potentiels. Il me semble que c'est un sujet sur lequel tu as travaillé. Donc suite à tes travaux, j'aimerais bien que tu nous dises si cette classification des hauts potentiels, elle est toujours valable. Oui et non, disons, bon, déjà le terme qui est employé de haut potentiel, c'est pas celui que j'utilise, puisque j'utilise philocognition pour plein de raisons. Donc je vais reprendre rapidement tous les termes qui sont employés ou qui ont été employés. D'abord surdoué, ensuite précoce, ensuite haut potentiel, et puis en passant par le zèbre de Jeanne Siofachin. Parmi tous ces termes, il n'y en a pas un qui semble adapté pour beaucoup de personnes, parce que ces termes soit sont faux dans la manière dont ils décrivent le phénomène. Par exemple, la précocité, on ne voit pas de précocité dans le sens d'avance sur le plan du développement cérébral chez ces personnes-là, soit sont des termes qui ne couvrent pas tout le phénomène. Donc j'ai proposé philocognitif. Un philocognitif, c'est quelqu'un, le préfixe phil, c'est pour dire aimer, investir massivement, être même parfois obsédé par quelque chose. Et puis la cognition, c'est, on va dire rapidement, le domaine de la pensée. Donc un philocognitif, c'est quelqu'un qui investit massivement la sphère de la pensée, de la réflexion, quelqu'un qui a beaucoup besoin de réfléchir. Très souvent, ça lui apporte du plaisir, du bien-être même, mais parfois aussi, ça lui apporte certaines difficultés parce que ça l'amène à des ruminations, à des difficultés à lâcher la pensée pour aller un peu plus dans le flot de la vie, comme on pourrait dire. Voilà, donc ça, ce sont les philocognitifs. On dit encore aujourd'hui, comme je le disais moi autrefois, que la philocognition ou le haut potentiel, c'est l'intelligence. Or, en fait, ça n'a rien à voir. On peut être soi-même philocognitif et à certains moments intelligent et à d'autres moments stupide, parce que l'intelligence, c'est autre chose. Ok. Du coup, la série HPI connaît un très très fort succès. Et je voudrais savoir dans quelle mesure le personnage de Morgan Alvaro dans la série est représentatif justement de ce profil à haut potentiel. En fait, il est très caricatural, mais en même temps, on lui demande pas d'être un profil standard de philocognitif, étant donné que sinon ça rendrait l'histoire un peu moins sympa. Donc j'ai entendu plein de critiques, et souvent la communauté des philocognitifs, et là elle dit mais mon Dieu, ça ne nous représente pas du tout, etc.
Bon, je pense qu'il faut qu'on arrête aussi de se prendre au sérieux et qu'on dise qu'il y a quand même beaucoup de juste. On sent qu'il y a du vécu de la part des personnes qui ont créé ce personnage. Simplement, moi, dans mon premier livre, les phylocognitifs, j'ai décrit 2 profils de phylocognitifs, les laminaires et les complexes. Et en fait, ce personnage de Morgane correspond à, je dirais 100% en exagérant un peu, au phylocomplexe. Donc le phylocomplexe qui est celui qui est le plus, on va dire, le plus haut en couleur, il y a le plus de décalage social au niveau de la relation à l'autre, alors que le profil laminaire, lui, ce serait plutôt, je me souviens plus de son nom, mais le commandant, capitaine, enfin, ou quelque chose comme ça. Peut-être, voilà, ou je crois que c'est le commissaire, le grand chef. Voilà, tous les deux, ce seraient plutôt des profils de laminaire, de philo-laminaire, donc des phylocognitifs qui sont plus intégrés, etc., mais qui sont moins à l'écoute de leur ressenti, on va dire. Donc voilà, il y a ces 2 profils qui sont représentés dans cette série, et je pense que oui, ce sont des caricatures, mais je trouve ça chouette, comme elle annonce dans le premier épisode, qui est le seul que j'ai vu d'ailleurs, qu'elle a 160 de QI. Bon, selon l'échelle standard qu'on fait passer la plupart du temps, qui s'appelle l'échelle de Wechsler, 160 c'est vraiment le max. Donc, et moi j'en ai jamais rencontré des 160, vous voyez. Donc voilà, c'est une caricature, mais je trouve que c'est une caricature plutôt bien fichue pour des philo complexes. C'est intéressant, on vient de citer le QI. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus par rapport à ce que tu as pu mettre en avant de ce, j'allais dire un peu un nouveau modèle de l'intelligence? Est-ce que c'est toujours valable? En fait, on parle pas d'intelligence, là on parle de capacité. Et l'intelligence et les capacités sont jusqu'à présent confondues, alors que ça n'a rien à voir. Donc déjà, quand on parle de phylocognition, on parle d'une capacité de raisonnement. On parle simplement de ça, de personnes qui ont des capacités de raisonnement qui sont plutôt meilleures que leurs congénères. Donc elles vont pouvoir pousser un raisonnement, etc. Mais en même temps, elles ont une sorte d'addiction aussi au raisonnement. Il y a des gens qui ont des capacités de raisonnement de très haut niveau, et puis il y a des gens qui ont des capacités athlétiques de très haut niveau, il y a des gens qui ont des capacités de ceci ou de cela de très haut niveau, des capacités manuelles. Là où je suis pas d'accord, c'est quand on dit que ce sont des intelligences. C'est pas parce qu'on a des capacités qu'on est en intelligence. Dans le secret des performances, je donne l'exemple d'une Ferrari et je dis la Ferrari a des capacités extraordinaires pour une voiture, mais quand la Ferrari se trouve à l'arrêt plutôt ou sur une route de montagne, elle n'est pas en intelligence. Donc l'intelligence, qu'est-ce que c'est? L'intelligence, c'est un état dans lequel tout le monde peut se trouver, et un état qui est le révélateur des capacités. Ce qui veut dire que quelles que soient les capacités d'un individu, on peut être en état d'intelligence ou ne pas être en état d'intelligence, en fonction de si ses capacités sont révélées ou pas à un moment donné. Donc j'explique dans le secret des performants que le plus haut degré de l'état d'intelligence, c'est-à-dire celui qui révèle le mieux les capacités, c'est l'état de performance. Donc la performance est le Graal de l'état d'intelligence, et non pas le QI. Pour en revenir au QI, le QI est une mesure qui permet d'évaluer les capacités de raisonnement, donc la phylocognition. Donc en effet, quand on a un QI élevé, ça montre quand même qu'on a des capacités de raisonnement de haut niveau, ça c'est juste. Par contre, on peut très bien être phylocognitif et ne pas avoir un QI élevé. Dans mon expérience, j'ai rencontré des phylocognitifs dont j'avais aucun doute qu'ils étaient phylocognitifs, qui se posaient des questions toute la journée, qui arrivaient à pousser un raisonnement vraiment dans ses retranchements, etc. Et qui, aux tests de QI, n'ont pas donné grand-chose. Ça arrive. Ça arrive pourquoi? Parce qu'il y a des moments où, comme je le disais pour l'état d'intelligence, justement, où on n'est pas en état d'intelligence, où on n'est pas dans son assiette, où on va pas révéler le meilleur. Et puis surtout que ce test, non seulement il ne mesure pas toutes les capacités de raisonnement, il en mesure certaines, mais pas toutes, donc il n'est pas exhaustif, même s'il est super, c'est un super outil, mais ça n'est qu'un outil. Et donc pour terminer là-dessus, il y a quelques études, dont une que je cite très souvent, qui est une étude qui a été publiée dans Nature en 2011, et qui montrait qu'à 4 ans d'intervalle, on a fait passer à des ados le test de QI à peu près 12 ans, et puis ensuite 4 ans après, eh bien on a vu qu'à 4 ans d'intervalle, il y avait 20 points de différence en plus ou en moins. Donc est-ce qu'il a perdu sa phylocognition? C'est quand même assez peu probable. Alors on va revenir sur l'intelligence, mais juste avant, est-ce que tu peux nous dire 2 mots aussi sur le quotient émotionnel? Alors je vais pas parler de quotient parce que aujourd'hui il n'y a pas de test validé justement comme le quotient intellectuel, il n'y a pas vraiment un test reconnu. On a des questionnaires qui évaluent les capacités émotionnelles, relationnelles, d'empathie, d'écoute de l'autre, de compréhension de l'autre et de communication avec autrui. Et ça, on va dire que ce sont des questionnaires, mais il n'y a pas forcément besoin d'avoir un questionnaire pour ça, mais c'est ce qu'on appelle les soft skills. En entreprise particulièrement, je trouve qu'il y a vraiment un problème avec ça, c'est-à-dire avec justement cette notion de phylocognition et cette notion de soft skills. Qu'est-ce qui fait qu'un manager, par exemple, va être un bon manager, ou que soi-même dans l'entreprise, qu'on soit manager ou pas, on va se sentir bien et épanoui et qu'on va devenir efficace, performant dans l'entreprise? Ce sont 2 éléments. C'est premièrement arriver à se différencier, à faire la différence dans l'entreprise, arriver à non pas chercher à s'intégrer, ou en tant que manager ne pas essayer d'intégrer forcément quelqu'un qu'on va recruter à son système habituel, chercher des gens qui vont faire la différence. Et faire la différence, ça veut dire justement
justement montrer ses capacités propres, arriver à être en état de les révéler. Ce qu'on cherche tous, ce qui fait qu'on est bien ou pas dans une entreprise, dans son travail, c'est quand son travail a du sens. Et qu'est-ce qui fait que son travail a du sens? C'est quand on arrive à faire la différence par rapport à son voisin. Et deuxièmement, être en performance, qu'on soit manager qui va chercher quelqu'un pour son équipe ou pour soi-même en tant qu'employé dans une entreprise lambda, on va dire, eh bien c'est la sensation qui n'est qu'une illusion, mais la sensation de contrôle. Quand on a la sensation qu'on est en contrôle, qu'on s'approprie les choses, qu'elles nous appartiennent, eh bien alors dans ce cas-là, on va être beaucoup plus en performance que quand on a la sensation de subir et de devoir obéir. Alors les deux éléments dont tu parles ne sont pas faciles à trouver en entreprise. Le fait de faire la différence dans un système où on essaye au contraire que tout le monde soit dans un même moule, et le fait d'être en contrôle et d'avoir du sens, où on est dans un univers où c'est extrêmement difficile parce que parfois même la direction a du mal elle-même à trouver un sens à ce qu'on lui demande ou en termes de management intermédiaire. Alors du coup, est-ce que la personne en tant que telle, elle peut agir sur ces deux volets-là? Oui, elle peut agir. Alors je sais pas si on est au moment des 3 trucs ou pas. Oui, tu peux y aller. C'est maintenant. Je sais pas, c'est toi qui maître de ça. C'est vrai qu'on avait dit qu'on terminait le podcast avec 3 astuces pour être plus performant au quotidien. Voilà, donc on y est. Alors en fait, d'abord, il faut apporter quelques éléments théoriques. Quand on est en état de performance, c'est le degré le plus élevé de l'état d'intelligence. Quand on est en performance, on a 3 choses qui se passent. D'abord, on a une énergie qui est importante. On est en hyperactivité. Hyperactivité, ça veut pas dire forcément qu'on bouge dans tous les sens. L'hyperactivité, c'est vu comme ça, comme ce qu'on appelle chez les psys l'instabilité motrice. C'est pas seulement ça, l'hyperactivité. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi le fait d'avoir besoin de traiter les choses en simultané et puis bien sûr de les traiter vite, d'aller vite en besogne pour le coup. Deuxième point, on est dans une conscience que j'appelle une conscience totale. On va pas dans le détail des choses, on voit les choses à 360, on évalue par le flair, par l'intuition les choses après les avoir travaillées bien sûr, mais à ce moment-là, étant donné qu'on déclenche facilement, on déclenche facilement parce qu'on a cette capacité à accepter son intuition, à accepter que la partie inconsciente de son cerveau prenne le relais. Et puis enfin, le troisième élément, c'est que, pour le dire un peu grossièrement, on s'assume. C'est-à-dire que quand on est en performance ou quand on est un performant, c'est-à-dire quelqu'un qui performe très souvent, on ne crée rien forcément de particulier, on n'a pas une idée de génie extraordinaire, mais en tout cas l'idée qu'on a, on va la porter jusqu'au bout et de façon indépendante de ce que pensent les autres. Donc on ne va pas s'intégrer à un système, on va se différencier et ensuite amener l'écosystème avec soi. Donc ça demande de l'indépendance, une autonomie mentale et émotionnelle assez importante. Donc pour les 3 trucs et astuces qui vont avec ces 3 éléments théoriques, eh bien d'abord pour la pensée rapide, pour s'entraîner à être en performance, il faut s'entraîner à penser rapidement. Pour accélérer sa pensée, il y a plusieurs trucs comme essayer de répondre du tac au tac sans passer par le raisonnement ou alors apprendre à lire rapidement. La lecture rapide aide à penser plus rapidement. Ça c'est pour le premier point. Pour le deuxième point, la conscience totale, le flair, l'intuition, essayer d'écouter son intuition le plus souvent possible. C'est-à-dire la plupart du temps, on se dit surtout dans notre société hyper cartésienne, non, attends, je vais me poser pour réfléchir, faire un petit tableau avec les pour, les contre et tout ça. Là, essayer de s'entraîner le plus souvent possible, faire appel à son intuition, jouer à des jeux avec ses enfants, utiliser l'intuition au quotidien pour vous mettre en situation. Et puis le troisième point, la troisième astuce, c'est l'exposition. Pour travailler son autonomie mentale et émotionnelle, il n'y a rien de mieux que de s'exposer, que d'accepter de s'exposer le plus souvent possible, sans se mettre en danger, bien sûr. S'entraîner à s'exposer, à pouvoir dire des bêtises parfois, en vous disant et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Ok, j'ai dit une bêtise, ça arrive à tout le monde de dire des bêtises, etc. Alors Fanny, j'ai une dernière question pour toi. Comment tu peux expliquer un peu tout cet engouement pour tout ce qui se rapproche de la douance, de l'intelligence, de la performance? Là, c'est un peu à la mode en ce moment. Comment toi tu l'expliques? Du coup, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Je pense qu'on est dans une société où on se sent tous un peu des numéros. On est de plus en plus sur Terre, on en souffre beaucoup. Et je pense que justement, restaurer la capacité, l'état d'intelligence pour être en performance, ça permettrait de se différencier et de moins souffrir du fait d'être numéro et d'être interchangeable. Et donc, il y a toutes ces communautés qui se sont créées. Alors aujourd'hui, il y en a plein qui savent plus comment appeler les gens qui ont un truc particulier. Alors on les appelle les atypiques, multipotentiels, il y a plein de termes comme ça. Le terme atypique est assez intéressant parce que je trouve que c'est un fourre-tout pas possible dans lequel tout le monde peut se retrouver. On est tous atypiques de quelque chose. Donc, c'est le but, on est tous uniques de toute façon. Exactement, donc forcément, il y a un tel qui va avoir de meilleures capacités sportives, d'autres de meilleures capacités philo-cognitives, d'autres de meilleures capacités ceci, cela, littéraire. On a tous un truc un peu particulier. Mais sauf que ce truc particulier, très souvent, étant donné qu'aujourd'hui on arrive de moins en moins, je pense, à être en état d'intelligence pour le montrer aux autres, pour arriver à ce que ça soit révélé, à mettre son diamant dans un écrin, et bien alors on va s'intéresser à tout ce qui va nous permettre de montrer qu'on est spécial. Et donc de quoi on a envie le plus au monde, et c'est ça la performance, c'est de montrer au mieux chacun sa spécialité, sa spécificité. Donc voilà, pourquoi il y a un tel engouement pour ça? Parce que je pense qu'on est tous
tous des numéros et qu'on n'a plus envie de l'être. Ouais, je partage effectivement, c'est le sentiment aussi que bon nombre de nos candidats que l'on rencontre aujourd'hui Hélas, au sein de l'entreprise, hélas, comme tu dis. Ok, super. Merci Fanny d'avoir partagé tes recherches et connaissances avec nos auditeurs. Ce que je te propose, c'est tu restes disponible bien sûr pour poursuivre les échanges pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Et de votre côté, vous pouvez nous laisser un commentaire sur la page de notre podcast ou nous contacter par mail ou également remplir le formulaire sur le site apostrophe.fr. Merci à tous pour votre fidélité, pour vos retours, commentaires et compléments sur nos podcasts. Écoutez, j'ai adoré réaliser cette première série de podcasts avec l'ensemble des personnes brillantes interviewées depuis quelques mois et dont tu fais partie, Fanny. Merci encore pour ta présence. Et comme d'habitude, vous pouvez également retrouver toutes nos ressources qui sont accessibles sur apostrophe.fr, onglet ressources avec un S. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.